Voilà, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet événement du 5 septembre 2023 qui porte sur les programmes de sensibilisation à la cybersécurité. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que depuis le 1er septembre, tout le monde doit pouvoir ou devrait pouvoir se mettre en conformité avec la NLPD et puis pouvoir également anticiper ou prévoir les cyberattaques. Mais cela n'est possible que si on sensibilise nos collaborateurs et collaboratrices au risque de mettre en place une stratégie de cybersécurité qui ne soit pas en adéquation avec les besoins de vos sociétés. Pour pouvoir répondre à ces réflexions, on a sollicité la présence de 4 spécialistes qui vont s'exprimer les uns après les autres. Nous aurons le plaisir d'entendre Alexander Elmer, qui est consultant CCZ Business. Ensuite, Leila Auger, senior consultante chez Wavestone. Noémie Honoré, senior manager chez Wavestone également. Et puis Annick Rifkin, qui est la fondatrice de eSkill. Ces événements ne verraient pas le jour si nous n'avions pas le soutien de nos sponsors et de nos partenaires ainsi que de vous-même, membres ou membres entreprises. On tient déjà à vous remercier pour votre soutien et ça nous permet de démarrer ainsi tous les événements que nous voulons pouvoir vous proposer tout au cours de l'année. Sans plus attendre, on va directement entrer dans le vif du sujet et je donne la parole à Alexander Elmer qui va vous donner la substance moelle de ses réflexions. À tout à l'heure, les questions, vous pouvez toujours les poser soit dans le chat qui est sur le côté ou bien en dernière partie des présentations, à peu près une fois que tout le monde aura passé, il y aura encore une deuxième partie de questions. Mais bonne soirée à vous et à tout à l'heure pour les questions. Alexander, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, je me suis trompé déjà de bouton. Ça commence bien. Maintenant, c'est à mon tour d'avoir un problème. Alors, paniquons pas. Pourtant, ça marchait avant. Absolument, c'est pas faute d'avoir fait des essais. Alors, attendez, on va commencer calmement. No stress. Ah, vous voyez ou pas? Non, là, on a toujours droit à un bord de mer très agréable, mais... C'est justement, c'était en Suède. Oui, ben voilà. Ah, voilà. C'est bon? Ça y est, c'est tout bon. Bon, voilà. Non. Alors, peut-être en brève introduction, en préambule, quand Madame Perrin-Jacquin nous a proposé de participer à cette conférence, on a pris le choix de prendre un peu de recul sur la sensibilisation. Ça fait maintenant quelques années qu'on en fait, ça fait 6 ans qu'on en fait, et puis on voit certains schémas répétitifs. Et en travaillant le titre cet après-midi, j'avais un autre titre cet après-midi, je me suis posé la question si mon sensibilisation n'était pas trop faible. Donc je vais vous proposer de faire une brève présentation de notre société. Donc on est 6 collaborateurs, ça fait 6 ans qu'on travaille dans le domaine de la sensibilisation à la cybersécurité. On travaille dans toute la Suisse. On distribue une solution québécoise qui s'appelle Terra Nova. C'est une solution qui est en ligne avec des modules. Je vous montrerai très brièvement ce que c'est, mais je ne vais pas rentrer dans la solution elle-même. Et puis cette solution, elle existe maintenant depuis presque 20 ans et elle est utilisée à titre d'exemple par Microsoft avec qui on a un partenariat. Ils ont une 20aine de millions de licences. Et puis Nestlé qui a Vevey une équipe de, je crois, 17 personnes dédiées à la cybersécurité, à la sensibilisation et qui utilisent cette solution. Alors je sais que ça fait un petit peu de name dropping de mentionner les entreprises comme ça, mais ça permet de cadrer un petit peu la solidité pardon, et la stabilité de la solution. Alors, je vous ai dit que j'ai pris un peu de recul. J'ai pensé un petit peu à la boîte de Pandore, en me disant que l'informatique et Internet nous ont apporté beaucoup de solutions, beaucoup de facilité, de commodité pour consommer des biens et des services, pour partager des images.
etc. Mais c'était aussi un service qui a ouvert une nouvelle porte que naturellement les gens mal intentionnés ont décidé d'utiliser pour mettre à mal la sécurité d'entreprise, porter à la réputation d'individus, des personnes privées ou des gens qui sont connus sur la place publique. Alors, en préambule, toute entreprise veille à la sécurité de ses locaux, de ses moyens de production, de ses collaborateurs. C'est une banalité, mais avec l'apparition de l'informatique, on n'a pas pensé que on ouvrait la porte avec ces moyens qui permettaient d'entrer dans l'entreprise, dans la vie privée, dans la vie professionnelle des individus. Et puis là, quelques exemples. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. D'ailleurs, je ne suis pas ingénieur. Euh, il y a des attaques qui ont lieu, qui ont utilisé des logiciels ou du matériel informatique qui présentaient dès la conception des failles, donc des failles techniques, des failles matérielles. Je pense notamment à Intel et AMD qui ont subi plusieurs attaques. Une récemment, je crois que c'était début août, ils ont publié un message. Donc déjà, dans la conception matérielle, la conception du matériel, il y a des faiblesses. Ce qui fait craindre aussi que tant que ces matériels qui ne sont pas totalement sécurisés seront en circulation sur le marché, il y aura toujours des portes d'entrée, avec formation ou pas, antivirus ou pas. Internet, euh, j'ai distingué Internet de la messagerie. Internet, c'est vraiment l'accès à des informations, vous le savez aussi bien que moi, en ligne, on peut aller visiter des sites. Mais vous allez sur InfoSite et puis vous vous connectez et puis vous laissez vos coordonnées, votre carte bancaire. C'est une manière d'absorber de l'information de votre part. Il y a aussi un autre aspect sur Internet, c'est que les attaques sont hybrides. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'information sur LinkedIn pour savoir qui fait quoi dans l'entreprise, aller visiter le site d'une entreprise, euh, télécharger le rapport d'activité, identifier des décisionnaires et ensuite peut-être attaquer soit par téléphone ou soit par un message, ce qui m'amène au prochain point, la messagerie, avec un scénario qui est construit. Donc, Internet, c'est un aspect, c'est-à-dire la mise à disposition d'informations et c'est aussi une plateforme qui permet d'attaquer les entreprises. La messagerie, euh, à l'époque, on attaquait les quarts postaux ou vous vous souvenez, l'attaque du train Glasgow-Londres dans les années 50 il y avait un transport de fonds, bah, ils l'ont attaqué. Bien avant, dans le temps, j'imagine qu'ils attaquaient les carrosses. Mais la messagerie n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire que le contenu peut être attaqué lorsque vous mettez une pièce jointe et vous la diffusez. Il existe des solutions qui sécurisent, cryptent le contenu, sécurisent la ligne de communication. Mais encore une fois, la messagerie permet de, de s'exposer à des risques. L'apparition du cloud, évidemment, au début de ma carrière, tout était stocké dans les serveurs de l'entreprise, c'était la Confédération, c'était au siècle passé. Il fallait entrer dans l'entreprise pour peut-être voler des disques durs. Aujourd'hui, le fait que ce soit mis à l'extérieur, eh ben, ça facilite, ou ça, peut-être pas que ça facilite, en tout cas, ça offre d'autres opportunités pour pouvoir voler des données. Et puis, la multiplication des supports. Au début, c'était qu'un ordinateur, une tour, téléphone portable, la tablette, les ordinateurs, les téléphones portables, oui. Et puis, l'Internet des objets. Alors, je dis pas que les tongs connectés vont poser un problème en termes de sécurité, mais vous ouvrez la porte à la communication de différents outils avec une connexion Wi-Fi, avec un serveur, avec ça peut être un frigo, ça peut être une imprimante. On parle de sensibilisation, on ne peut pas laisser ça de côté, évidemment. C'est le comportement des utilisateurs. Tous les services, je vous montrerai une diapositive un peu plus loin. On peut faire tout ce que l'on veut pour sécuriser une entreprise. Il faut la collaboration, la compréhension du collaborateur. C'est pour ça, en préambule, quand je me disais, est-ce que la sensibilisation dans le titre de ma présentation, c'était assez un terme judicieux ou est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un terme plus fort? Dans le comportement, à la décharge des utilisateurs que nous sommes, si on fait un petit peu l'histoire de l'informatique, on a beaucoup été influencé par les messages publicitaires qui nous disaient achetez tel ordinateur, c'est convivial, c'est rapide, tel téléphone portable, prenez un abonnement Internet, allez acheter des services en ligne, etc. Donc on a mis l'accent, d'un côté, l'industrie a mis l'accent sur la capacité, les bandes passantes par exemple,
Pour ceux qui se souviennent des premiers sites Internet avec les images qui se déchargeaient comme ça lentement, il y a un travail énorme qui a été fait. Donc un travail de l'industrie pour améliorer la communication, améliorer les fonctionnements, la convivialité, et puis la publicité qui s'est adressée aux consommateurs que nous sommes, des particuliers, des employés, des entreprises, pour utiliser ces services. Mais j'ai pas le souvenir qu'on a mis en avant la sécurité. Donc, les premiers, c'était les banques, les cartes de crédit, je pense en particulier. Là où il y avait la notion de sécurité était importante. Mais tous les autres services, toutes les autres entreprises ont beaucoup, je ne vais pas dire tout, je n'ai pas fait une étude poussée sur le sujet, n'ont pas mis en avant les risques. Ce qui paraît, pardon, un peu logique. Si on veut attirer le chaland, il ne faut pas l'effrayer. M'excuser. Avant de vous donner quelques petits exemples comme ça, il y a la pandémie qui a joué un grand rôle dans la multiplication des cyberattaques. Le fait que, et ça, ça c'est un point important, les cyberpirates ont très rapidement compris qu'il y avait une opportunité. Je vous donne un exemple, celles et ceux qui ont utilisé les conférences Zoom, pour se connecter à une séance, c'était bête et méchant, il suffisait juste d'aligner une ligne de chiffres. C'était même pas un code alphanumérique, c'était purement du numérique. Donc, il y a des coquins qui sont invités dans des séances de classe ou que sais-je. On fait parfois des singeries ou des imbécilités. Les cyberpirates ont vraiment compris que les gens vont utiliser leur travail, leur connexion à domicile, qui sont peut-être pas forcément connaisseurs en matière d'antivirus, qui n'ont pas une connexion VPN ou une connexion sécurisée, et qui ont peut-être un matériel, un ordinateur qui est obsolète. Ce qui m'amène aux exemples, les quelques exemples que j'ai relevés ici. Pour celles qui se souviennent, il y avait une attaque qui avait lieu, c'était avant la pandémie, qui s'appelait WannaCry. Et il s'était attaqué au National Health Service en Angleterre, qui est donc le service de santé en Angleterre. Et ils ont su que beaucoup d'établissements de santé, je pense des hôpitaux, je n'ai pas une connaissance exhaustive du parc informatique de la NHS à l'époque, tournaient encore sur du Windows XP. Solution qui existe encore, je ne sais pas, il ne doit pas y avoir 5% des gens qui l'utilisent encore. Ça peut tourner encore sur quelques machines dans le secteur d'industrie en manière autonome et non connectée. Mais Windows, ça fait bien longtemps qu'il ne supporte plus qu'il n'assure plus la maintenance et la mise à jour de Windows XP. Et les cyberpirates, ils sont opportunistes. Ils vont identifier une faille, même si sur le plan mondial, il y a encore 1% des personnes, à l'époque c'était plus, qui utilisent Windows XP. Sur la masse des utilisateurs, ça peut valoir la peine et en fonction de ce qu'on peut trouver derrière. Là, c'était, je pense, des données de santé qu'ils ont réussi à voler. Je vous ai parlé auparavant des faux sites. Donc, c'est le vol de données, vos cartes de crédit. Ces sites-là, ils sont remarquablement bien faits. C'est très difficile, même pour nous tous et nous tous qui connaissons le monde de la cybersécurité et de l'informatique, de pouvoir identifier des sites. Ils sont super bien léchés. Ils ont une durée de vie qui oscille entre 2 ou 3 jours, après ils disparaissent. Ils font vraiment des opérations de coup de poing. Ça va être des sites comme, je sais pas, Zalando, ou des sites pour des je crois que British Aerospace avait été attaqué comme ça. Ils avaient imité le site de paiement de British Aerospace il y a quelques années. Vous pouvez aller sur un site en toute innocence, et puis par une action, vous téléchargez un PDF, et puis vous téléchargez un virus. Et ce virus sera inodore, il sera tapis dans l'ombre. Ça m'amène au point suivant, la messagerie, un virus qui va rentrer dans votre parc informatique, et puis qui va observer. Il va rester là, et puis il va vous espionner. J'ai noté la espionnage et IBAN. Ça m'a été rapporté lors d'une conférence à la Chambre de commerce à Lausanne. C'était avant cet été. Et ça, j'ignorais ce type d'attaque. Une entreprise s'est fait attaquer de la manière suivante. Un collaborateur a téléchargé un document ou une image,
À l'intérieur, il y avait un virus qui s'est incrusté dans la messagerie de l'entreprise et ils ont cherché qui effectuait les paiements et qui les validait. Ensuite, ils ont identifié l'IBAN et ils ont observé pendant, on ne sait pas, quelques semaines, quelques mois, ils ont observé les conversations entre les personnes. Et à un moment qui était opportun, ils ont réussi à changer l'adresse IBAN quand un paiement a été décidé par la direction. Et quand on s'est rendu compte, c'est que le destinataire du paiement n'avait rien reçu. Et là, ils ont vérifié ce qui s'est passé. Ils ont réalisé que l'IBAN avait été modifié. Donc, il y avait la sophistication des attaques. C'est assez hallucinant. Et petite parenthèse, avec l'intelligence artificielle, euh, il y aura une nouvelle porte qui va être donnée, ce sera la voix. Comment pourrons-nous être sûrs que la personne qui nous appelle, c'est bien telle personne et non pas une voix qui aurait été imitée? On dit qu'il y avait la porte du stockage des données dans le cloud. Malheureusement, voilà, Winbiz, une entreprise sérieuse, c'est pas elle qui a été attaquée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ne connaissent pas Winbiz, c'est une entreprise qui a un logiciel de comptabilité, un ERP, pas de bêtises. Et puis, l'hébergeur de sa solution a été victime d'une attaque avec un virus qui a entraîné le blocage de tous les services, avec un effet désastreux pour Winbiz en termes de réputation et en termes de coûts, et encore plus désastreux notamment pour ses clients, puisqu'ils ne pouvaient plus recevoir le paiement et puis ils ne pouvaient plus effectuer les paiements. Je vous ai parlé auparavant aussi de l'Internet des objets. Là, c'est un cas dont j'ai eu connaissance par le biais d'un de nos partenaires, un cabinet d'avocats. Ils ont été plutôt avares en information, puis à raison. En fait, la direction du cabinet avait remarqué que quelque chose ne jouait pas dans leur traitement des affaires sur le marché. Donc, ils ont pensé que quelqu'un volait des données à l'intérieur du cabinet et les revendait. Ils ont contacté une entreprise spécialisée dans ce genre de choses, qui a dit, mais peut-être que c'est au niveau de l'informatique qu'il y a une faille. Donc, ils ont mandaté une entreprise qui a fait un audit pour identifier des failles. Et bien, figurez-vous, c'est sur l'imprimante du cabinet qu'il y avait un virus qui pompait toutes les données. Donc, toutes les photocopies, toutes les impressions étaient aspirées et sortaient du cabinet. Je ne sais plus quel était le volume des données, mais ça durait pendant quelques mois. C'est un effet désastreux. Une parenthèse, lorsque vous ouvrez un message, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le fait d'ouvrir un message va télécharger son contenu. Moi, sur Outlook, j'ai par définition, à défaut, le blocage des images. Et c'est quelque chose que je vous recommande de faire parce que vous pouvez à ce moment-là vérifier si le message que vous recevez émane d'une personne de confiance ou d'une entreprise de confiance. Alors que si vous laissez télécharger l'image de manière automatique, eh ben, il peut y avoir un virus qui est à l'intérieur et vous n'allez rien remarquer. Il va espionner votre clavier quand vous allez saisir des mots de passe, des identifiants. Donc voilà. Donc si je fais un petit peu c'est pas vraiment un historique, mais c'est l'envie de prendre un tout petit peu de recul sur les enjeux. On a fait des progrès énormes en informatique. La capacité de cette industrie d'avoir développé des services qui fonctionnent, qui sont stables et fantastiques. Malheureusement, ça ouvre la porte à des attaques et puis à des intentions pas tout à fait louables. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens? Comme vous le savez, il y a trois aspects dans le domaine de la protection. L'aspect technique, les routeurs, les pare-feux, les antivirus, le matériel à jour. Ensuite, il y a le comment, les processus. Comment est-ce que vous accueillez un nouveau collaborateur, politique pour changer les mots de passe, comment on se connecte pour faire son travail, etc. On utilise du matériel uniquement d'entreprise, on ne se connecte pas avec sur d'autres sites qui ne concernent pas la vie professionnelle. Donc ça, c'est des procédures qui sont posées sur le fonctionnement. Et puis, à la sensibilisation, où là, on va vraiment éveiller les sens des utilisateurs en disant, vous avez de merveilleux outils, vous les utilisez tous les jours, dans le train, dans la voiture, à la maison, en vacances.
Mais sachez que ben voilà, ce sont 10 outils qui peuvent se retourner contre vous, contre nous, et mettre à mal notre appareil de travail. Donc c'est tout un travail de sensibilisation. Maintenant, la sensibilisation, pour moi, c'est la formation. Et ce point sensibilisation que vous voyez ici en rouge, c'est quelque chose à mes yeux qui doit intégrer à terme le processus. Donc, quand une entreprise sollicite une campagne de sensibilisation, en année 2, 3, elle doit intégrer ce processus de sensibilisation des collaborateurs. Non seulement parce qu'il y a la rotation du personnel, les gens vont bouger. En moyenne, en Suisse, c'est dans les 10-15%. Ça peut varier en fonction de certains secteurs. Et puis, il y a les techniques, il y a les outils, les pratiques. Donc, ça nécessite une mise à jour. Maintenant, il faut aussi rajouter une chose, c'est qu'il y a la pression des assureurs et il y a la pression aussi des entreprises qui font la certification, notamment ISO, et qui demandent pour pouvoir maîtriser leur travail et assurer la livraison de prestations de qualité, que l'aspect sécuritaire soit aussi appliqué au personnel des entreprises. Alors, si je parle un tout petit peu de ça, c'est parce que je vais aborder la question de comment nous, on conçoit une campagne, mais je ne vais pas rentrer dans le contenu, c'est plutôt méthodologique. On a parlé un tout petit peu auparavant, ça c'est le Centre national pour la cybersécurité, un site que je vous invite à visiter parce qu'il y a des statistiques sur les attaques en cours, et ça ne recense que les statistiques, ça ne recense que les attaques qui ont été déclarées. Donc les chiffres sont en dessous de la réalité. Et c'est bien eux qui disent que bien souvent, ce n'est pas la technique, mais l'utilisateur qui constitue le maillon faible de la chaîne. S'il n'a pas reçu d'instructions pour utiliser prudemment les systèmes informatiques, bien des mesures techniques susmentionnées ne servent à rien. Il n'y a aucun commentaire à assurer là-dessus, ajouter là-dessus. Alors, en termes de méthodologie, je vous ai dit, une sensibilisation, c'est un changement de comportement, une amélioration des comportements. Il y a aussi des utilisateurs qui ont des bons comportements. Ben là, c'est sur l'échelle du temps, où on va proposer par le biais de modules qui sont mis en ligne un contenu sur comment reconnaître une attaque par simulation, comment reconnaître un faux email, comment reconnaître un site internet qui est bidon, etc. Et puis ces thèmes, au cours du temps, ils sont complétés par d'autres micro et nano-apprentissages. Ce qui distingue les deux, c'est ici c'est noté les cours, ici là ça dure 10 minutes, ici ça dure entre 1 et 3 minutes. C'est complété aussi par des bulletins. Quand on a donné un cours, on va donner des bulletins par PDF qui résument le cours suivi. Il y a des affiches. Et là, il faut que je vous raconte quelque chose qui est rigolo. Les affiches sont distribuées aussi sous format PDF et puis ils sont affichés à des endroits de passage. Et un de nos clients j'avais dit, vous mettez ça à la cafétéria, la porte intérieure de l'économa, dans les lieux de passage, salle de conférence, ascenseur. Et puis ce responsable, il a eu la très bonne idée de placer cette affiche dans les toilettes et dans les lieux de commodité à l'intérieur. Donc, une fois que le collaborateur s'asseyait, il fermait la porte, il voyait l'affiche, qu'il y avait la campagne en cours. Et ça fait un marketing de cette formation au sein de cette entreprise. Moi, je m'en souviens encore, qui a eu beaucoup ont ri, mais il a réussi à lancer la campagne de cette manière-là. Et puis, il y a aussi des serious games, c'est une variante où là, le collaborateur va rentrer dans un scénario, une scène, trouver les mots de passe qui sont cachés sous le bureau pour savoir s'ils ont bien appris les cours. Et tout ça pour donner du relief. Donc, il y a des cours qui sont faits en ligne, il y a des choses qui sont distribuées, il y a des choses qui sont affichées. Et puis, il y a ici, on en fait 3, des simulations. Et le but des simulations, c'est quand quelqu'un suit, quand les gens suivent les cours, on va tester. Et puis une fois on teste, alors des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, puis on va regarder qui c'est qui a fait les cours, qui c'est qui n'a pas fait les cours, qui c'est qui est tombé dans le panneau. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui ont suivi les cours, qui ont réussi les cours, parce qu'ils sont annotés, un taux de passage, qui ont réussi les cours, mais qui l'ont peut-être fait un peu trop, genre clic, 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 clic. Donc là, on peut les reprendre, ils ont dit, écoutez, voilà, vous avez fait les cours, vous avez réussi, mais vous n'avez pas encore assimilé. Donc on va revenir en les faisant repasser des cours, en repassant avec les bulletins. Donc c'est vraiment une campagne qui est importante, où c'est pas uniquement on pousse en ligne les cours. Et idéalement, à la fin de la campagne, on arrive à quelque chose où on a progressé.
Un dernier point sur cette approche, c'est qu'ici, au début, il y a une simulation, il y a un quiz d'évaluation. On pose un certain nombre de questions, une vingtaine, puis ça prend une photo des connaissances, c'est pas un examen. Et le but, c'est de faire la même chose à la fin, puis de dire, ben voilà, il y a un écart, comment ça se passe, est-ce que les gens ont bien appris, est-ce qu'ils ont compris. Et puis là, si les gens sont bien assidus et font bien leur travail, ça se passe très très bien. Un dernier point, puis je n'aurai terminé, je ne vais pas en passer tout en revue ici. Les points, alors ça montre effectivement que le quiz initial, et ensuite il y a le quiz final ici, il y a des rapports, c'est une gestion de projet classique. Mais il y a deux points qui sont très importants, c'est l'association de la direction au plan de communication. Nous, on peut le faire, mais il est aussi important que l'entreprise soit là, puis qu'elles soient vraiment imprégnées de l'importance de la formation, et puis que cette communication soit diffusée en amont de la campagne, pour que le personnel puisse savoir que, effectivement, la direction accorde de l'importance à ça, et puis qu'on est derrière. Et les entreprises qui sont vraiment au taquet mettre ça, par exemple, dans le dossier annuel ou semestriel d'évaluation des collaborateurs en disant, ça fait partie du dossier, donc vous suivez, c'est cool. Désolé, j'ai peut-être trop parlé. Celui-là, je pense pas nécessaire de le passer. J'en ai terminé avec ma présentation. Je sais pas s'il y a des questions, je m'excuse pour ce chat dans la gorge. Voilà. Alors, est-ce que j'arrête ma présentation? Ce que je fais là. Merci pour cette présentation, Alexander. Oui, on a vu qu'il y avait un petit chat dans la gorge. Ah, il vous a sensibilisé, si je comprends bien. Oui, voilà, il n'était pas prévu. Non, il n'est pas prévu, mais il s'est vraiment installé. Alors, je regarde s'il y a des questions pour cette première partie. Oui, sinon, on vous laisse reprendre vos esprits et votre voix. Et puis, à ce moment-là, je propose que Leïla et Noémie... Voilà, oui, tout à fait. Que Leïla et Noémie prennent la main sur la présentation et je leur donne sans plus tarder la parole. Je les remercie de bien vouloir activer leur caméra et de pouvoir mettre en place leur présentation visuelle si ça joue pour elles. C'est parfait. À vous, mesdames, je vous en prie. Vous voyez la présentation, c'est bon? On les voit très très bien. Vous êtes en rose, en plein écran. Pas de problème. Allez-y. Merci Alexander pour cette première présentation. Côté Wavestone, donc avec Leïla, nous on a prévu de vous parler donc de notre nouvelle méthodologie sur les sujets d'awareness, qui est la méthodologie TAMAM. Alors on va parler de sensibilisation, de culture de la sécurité, certains parlent de formation, de communication. L'idée c'est pas forcément de pinailler sur les termes, mais plutôt de considérer l'ensemble du challenge autour de comment est-ce qu'on fait changer la culture sécurité. Et en fait, une culture change quand on change les comportements. Et donc, nous, on s'est attardé sur comment est-ce qu'on change réellement les comportements, et donc notamment sur les sujets de cybersécurité avec nos collaborateurs. Concrètement, TAMAM vient d'un constat. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille chez Wavestone sur les sujets de sensibilisation. Donc, on a accompagné des clients à cadrer leur grand programme de sensibilisation. On les a accompagnés à déployer les actions, à mesurer l'efficacité et surtout à se remettre en question et réajuster les programmes. Comme tout le monde, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Et en fait, il y a quelques années, on a fait le constat que il y a des choses qui fonctionnent, mais au final, on a l'impression que les comportements ne changent pas énormément. Et donc, en fait, on a fait beaucoup d'investissements sur les technologies, comme le disait Alexander tout à l'heure. Mais en fait, dans les 20 dernières années, on a beaucoup plus investi sur les technologies que sur l'humain. Et malheureusement, les équipes awareness partent de beaucoup plus loin pour relever le challenge, donc de changer les comportements. Et donc, en fait, il y a quelques années, on avait beaucoup de demandes donc, de nos CISO qui souhaitaient justement du renouveau dans leur modèle de sensibilisation. Et on a beaucoup lu sur le sujet pour finalement se poser la question, est-ce que c'est juste une question d'innovation dans les solutions ou est-ce que c'est plus profond que ça? Et en fait, on est convaincu que c'est plus profond que ça et qu'il faut prendre le sujet plutôt d'un point de vue méthodologique.
Et donc, on a créé la solution, la méthodologie TAMAM. C'est une méthodologie qui marche quel que soit votre contexte, petite, grande organisation, mature sur les sujets de awareness ou moins mature, et j'allais dire les moyens que vous avez. Il est possible de faire un TAMAM en investissant des centaines de cas euros. Ou, je suis de Bruxelles, donc forcément, je vais vous parler en euros, mais ça marche aussi en francs suisses. Ou alors, du coup, pour des projets qui sont beaucoup plus petits, avec quelques dizaines de milliers de francs suisses. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter à la fois la méthodologie, donc je dirais la méthode théorique du sujet, mais aussi de la pimenter avec nos exemples pratiques de ce qu'on a pu voir du coup en mission avec nos clients. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions pièges, on pourra partager avec vous les exemples de choses qui ont marché, qui ont un peu moins bien marché, et encore les questions qu'on se pose aujourd'hui dans le cadre de nos missions avec nos clients. Et là, je propose de passer à la première étape de TAMAM. Parfait. Du coup, la première question qu'on va aller se poser quand on va aller construire notre programme de sensibilisation, ça va vraiment être le pourquoi. C'est-à-dire que vous allez devoir définir des objectifs qui soient clairs et précis, justement pour pouvoir les traduire après en comportements que vous allez attendre de vos collaborateurs. Donc, ces comportements, on va attendre qu'ils soient de la même manière clairs, pragmatiques, parce qu'après, derrière, les collaborateurs vont devoir les appliquer, donc que ce soit facile à appliquer. Et comme toujours, lorsqu'on va aller parler de sensibilisation, qu'il soit aussi positif, qu'il ait envie de se projeter dans ce comportement-là. Pour vous aider justement à définir ces objectifs et ces comportements, la première étape qu'on va aller vous recommander, ça va vraiment être de vous baser sur une approche par les risques. Donc, c'est-à-dire prendre en compte l'analyse de risque de votre entreprise. Ça vous aidera justement à déterminer vos objectifs et aussi à les prioriser vos batailles. Et à la fin, ce qu'on va vraiment aussi vous conseiller, vous recommander, c'est vraiment d'être clair, concis et positif dans la définition de vos comportements. Ça vous permettra en fait de le communiquer plus facilement à vos collaborateurs et vu que ce sera clair et précis, ils pourront plus facilement le mettre en application et du coup l'actionner. Donc, ils visualiseront mieux en fait ce que vous attendez d'eux. Pour être, je dirais, un peu concret dans qu'est-ce qu'on attend en termes de livrable sur cette étape-là de target. Parce que quand on discute avec nos clients, on voit beaucoup, pour certains, ils pensent avoir les idées assez claires, on a des objectifs qui sont définis, mais les objectifs restent quand même assez haut niveau et vagues. L'idée, c'est que cette étape-là, nous, on la juge réussie quand on a une liste de comportements et pas des objectifs comme sensibiliser les collaborateurs à la sensibilisation à la sécurité, ou informer sur le phishing. L'idée, c'est d'avoir des objectifs beaucoup plus précis. Et par exemple, sur le phishing, plutôt que d'avoir quelque chose d'assez vague, on peut avoir un objectif comme augmenter le nombre de reports des mails de phishing. L'idée, c'est vraiment de pouvoir traduire ces objectifs en comportement. Et une fois qu'ils sont traduits en comportement, ça nous permet justement d'avoir une liste qui peut être un peu longue au début, mais l'idée, c'est de prioriser en fonction de vos risques, en fonction des incidents que vous voyez le plus, quels sont ceux que vous devez adresser en premier. Et l'idée, c'est tout de suite regarder, en fonction du comportement que vous attendez, quel serait l'indicateur que vous pouvez regarder à côté pour mesurer l'efficacité, justement, dans vos actions ensuite. Donc, l'idée, c'est d'avoir le point de départ. On sait que c'est un long chemin et donc il vaut mieux être prêt et lister ses comportements et en fait avoir justement les idées claires sur ce qu'on veut surveiller au fur et à mesure pour savoir si on réussit justement dans notre programme. J'ai discuté avec beaucoup de RSSI sur ces sujets-là qui au final ne savaient pas trop répondre à la question comment est-ce que je mesure si je suis content l'année prochaine après la mise en place de mon programme d'awareness. Et c'est important de se poser la question à ce moment-là. Et surtout de partir sur une démarche positive avec les collaborateurs pour gagner leur confiance. Donc l'objectif, c'est de définir cette target de votre côté, mais aussi de la partager avec les collaborateurs pour avoir justement les règles du jeu qui soient claires, en se disant, voilà notre situation aujourd'hui, demain, voilà où est-ce qu'on a envie d'aller tous ensemble. Je vous propose un certain nombre d'initiatives au cours des prochains mois, des prochaines années, mais au moins on joue carte sur table et avec beaucoup de sincérité, je dirais, et d'empathie pour pouvoir du coup accompagner les collaborateurs sur le chemin justement de la sensibilisation.
Donc vraiment, dans cette première étape, l'idée, si vous devez garder une seule idée en tête, c'est de traduire vos objectifs en comportement. Qu'est-ce que vous attendez en termes de comportement chez vos collaborateurs? Du coup, hop, parfait. Si on continue dans cette lancée, on a donc des comportements qui sont définis, mais maintenant, quels sont les collaborateurs qu'on doit aller toucher? Donc, vous allez devoir définir l'audience que vous voulez aller toucher derrière. C'est-à-dire quelles sont les personnes que vous voulez toucher via votre programme. En entreprise, au final, la plupart du temps, cette segmentation, elle existe déjà. Donc, vous pourrez déjà vous baser sur ce qui est déjà existant. Ça peut être des répartitions par âge, par métier, par division, par géographie. Donc, il faut vraiment aller chercher ce qui va aller faire du sens dans votre entreprise. Après, on a toujours certaines populations qui reviennent et qu'on va aller voir régulièrement chez nos clients. Donc, ça va être les nouveaux arrivants, par exemple, le top management ou le management de manière générale, et par exemple les administrateurs IT, qui sont une population spécifique, qui ont souvent des besoins qui vont être différents. Le but est vraiment de savoir, via cette étape, de savoir qui vous avez en face de vous, qu'est-ce qu'ils connaissent en termes de sensibilisation à la cybersécurité, de la cybersécurité en matière générale, et qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils sachent à la fin de votre programme? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils retiennent? Et donc concrètement, comment on accompagne nos clients sur cette étape-là? En fait, souvent, on fait beaucoup de suppositions en pensant que les gens ont compris un certain nombre de choses parce qu'il y a beaucoup d'organisations dans lesquelles des programmes ont déjà eu lieu et depuis plusieurs années. Donc en fait, il y a eu de la théorie, de l'information descendue, mais on ne sait pas si les messages sont compris ou alors si les messages sont compris, mais pour autant, on ne voit pas les comportements forcément changer. Donc là, l'idée, c'est de regarder les personnes que vous avez en face de vous et je dirais de segmenter avec votre bon sens justement vos populations pour voir les différents niveaux que vous allez avoir à adresser. Et plutôt que de supposer ce qu'ils savent, l'idée c'est vraiment d'analyser les comportements que vous voyez aujourd'hui pour mesurer l'écart entre ce qu'ils font aujourd'hui et ce que vous aimeriez qu'ils fassent demain. Et donc là, on a, comme on a défini notre liste de comportements à la première étape de Target, là on regarde par population, par segment de population, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils sachent. Et comme ça, on a ce qu'on appelle notre matrice de comportement sécurisé par cluster, où on connaît la situation actuelle et la situation cible. Et une fois que vous savez justement où ils en sont, ça permet justement de déterminer ensuite ce que vous avez à leur dire. Et ce qu'on a à leur dire, c'est justement la troisième lettre donc, de Tamam, qui est le M pour message. Vous avez probablement une liste longue comme le bras de choses à leur dire, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut prioriser. Pourquoi est-ce qu'il faut prioriser? Parce qu'en face de vous, vous avez des humains. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'apprendre quelque chose ces dernières années, que ce soit un sport, jouer de la musique, apprendre une autre langue. En fait, la bande passante pour apprendre, elle est beaucoup plus petite que ce qu'on imagine. Et donc, du coup, il faut y aller avec progressivité et endurance. Et donc, l'idée, c'est plutôt de savoir prioriser ces messages pour être sûr que les messages que vous allez sélectionner soient entendus. Donc, il vaut mieux en choisir 2-3 clés et qu'ils soient bien entendus et qu'on ajoute 2-3 suivants l'année d'après, plutôt que de partir sur les 10 règles d'or, les 7 bonnes pratiques de la cybersécurité. Comme tout le monde, on a fait l'erreur dans des programmes il y a une dizaine d'années de mettre trop de choses. Et donc, quand on accompagne nos clients pour faire une analyse finalement de ce qu'ils font pour pouvoir les aider à améliorer leur roadmap de sensibilisation, souvent, en fait, on désencombre. Je ne sais pas si vous connaissez Marie Kondo. Donc, c'est une star du rangement, mais aussi, pour moi, du désencombrement. Et donc, en fait, on fait la même chose dans la sensibilisation. L'idée, c'est de trier l'ensemble des messages que vous avez, regarder ceux qui font le plus sens d'un point de vue risque. Et donc, si vous avez l'occasion d'avoir une analyse de risque, ben, on se base dessus. Si vous n'en avez pas, on discute avec le support informatique, donc le helpdesk. Finalement, c'est les personnes qui sont en première ligne avec vos collaborateurs. Donc, eux, ils ont des bons exemples de comportements, je dirais, à changer. Donc, on discute avec eux pour voir justement quelles sont les choses sur lesquelles on a envie de prioriser. Et donc, en fait, on va se lister l'ensemble des messages. On va regarder les plus importants. Et ensuite, on va travailler sur quelque chose qui, vous allez voir, n'est vraiment pas simple. Il faut transformer tous les messages en messages positifs, clairs et précis. Pourquoi est-ce que ça doit être clair? Parce que si ce n'est pas clair, les gens ne vont pas l'appliquer.
Et si c'est précis, au moins, on a plus de chances que ça marche. Pourquoi est-ce que c'est positif? Je vais vous prendre un exemple très bête. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose », là, vous avez tous en tête un éléphant rose. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des messages positifs pour que les gens se projettent dans le comportement qu'on attend d'eux. Et donc, il y a plusieurs années, on disait aux gens « ne cliquez pas sur les liens suspects ». On a transformé cette phrase dans toutes nos campagnes ces dernières années par « reporter les emails de phishing ». Et reporter aussi les erreurs ou les clics sur les mails, même si vous l'avez identifié après le clic. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous dites aux gens « ne cliquez pas sur les mails de phishing », s'ils cliquent, ils vont se sentir coupables. Alors que si on leur dit « reporter les emails que vous jugez douteux », ils se disent tout de suite « je dois identifier ceux qui sont douteux et ensuite je les reporte ». Et donc, en fait, ce qui vous intéresse, c'est les reports. C'est pas tant le fait qu'il ne clique pas. Quelqu'un qui ne clique pas, vous ne savez pas s'il a compris que c'est un mail de phishing et il n'est pas tombé dans le piège, ou bien si c'est un petit bonheur la chance que la personne n'a pas cliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur dire « reportez les mails de phishing, reportez vos erreurs », et ça veut dire que vous leur donnez le droit à l'erreur. Et en fait, ils ont besoin d'entendre ce droit à l'erreur pour pouvoir progresser. Et donc, vous allez être vraiment sur des messages qui vont avoir beaucoup plus de sens, justement, pour votre audience. Donc, ça doit être clair, simple et précis. Donc, je dirais que ça doit être que du vocabulaire qui est compréhensible des personnes qui sont en dehors de la cybersécurité. Et donc, ils ne doivent pas être écrits par des experts du monde de la cybersécurité. Quand vous allez travailler sur des sujets de awareness, on travaille beaucoup, notamment avec les RH, la communication, le marketing, pour travailler les messages. Mais on travaille aussi avec des échantillons de nos populations qu'on a évoqués à la deuxième étape, là, sur la partie audience, pour justement tester ce qu'ils comprennent et ajuster. Dans la plupart des cas, le premier message, il n'est pas assez précis. Et donc, du coup, on le retravaille pour le personnaliser et l'adapter justement à la culture de l'entreprise. Donc, l'objectif des 3 premières étapes là, de Tamam, c'est de savoir finalement quel est mon objectif, quel est le comportement que j'attends, quel est l'interlocuteur que j'ai en face de moi, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et qu'est-ce que je vais lui dire. Et une fois que vous savez ça, on va pouvoir commencer à agir. Mais dans la plupart des cas, nos clients qui viennent nous voir, en fait, ils nous disent qu'est-ce que je fais et quelles sont les actions que je dois réaliser. Et les actions, c'est bien la prochaine étape. Mais avant de répondre sur les actions, en fait, on se pose les questions sur les 3 premières questions qu'on a évoquées. C'est finalement, pourquoi est-ce que vous voulez faire de la sensibilisation? Quels sont les comportements que vous voulez voir apparaître ou que vous voulez éliminer? Où en sont vos collaborateurs? Et quels sont les messages qu'on va leur dire? Et une fois qu'on a ça, on peut ouvrir ce que j'appelle du coup le catalogue de toutes nos bonnes idées pour faire de l'awareness. Du coup, pour cette partie action, justement, on vient de faire cette première partie, on va dire, purement cadrage, avec l'objectif, l'audience et les messages. Et maintenant, la question que tout le monde nous pose, et qui est forcément la partie un peu plus drôle dans le programme, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire qu'on a eu cette théorie avec toute la partie cadrage, et maintenant, comment on passe à la pratique? Comment on transforme ces idées en activités de sensibilisation concrètes? Donc, comme on le disait aussi avant, beaucoup de l'apprentissage passe par la pratique. Si vous vous souvenez, si vous avez fait des instruments de musique, vous allez avoir une partie très théorique, mais au final, vous allez apprendre surtout en allant sur le piano, par exemple, bon, c'est pour mon cas, en essayant, en se trompant. Et du coup, ce qu'on va aller vous inciter à aller faire dans cette partie action, c'est vraiment aller chercher une balance et un équilibre entre la théorie et la pratique. Donc, des formations théoriques, par exemple des e-learning, et des exercices pratiques où les collaborateurs pourront, par exemple, écrire des mails de phishing eux-mêmes, se mettre à la place de l'attaquant. Ensuite, cette question d'équilibre, on va aussi la chercher dans la manière dont les messages vont être véhiculés. Ça peut être très bien soit via des ambassadeurs sécurité que vous allez avoir au sein de votre entreprise, des relais que vous pouvez utiliser, donc on va aller chercher la proximité, mais aussi venir le contrebalancer avec, par exemple, un sponsor, ça peut être un membre de votre direction qui peut adresser certains messages, et on va avoir dans ce cas-là l'argument d'autorité, d'exemplarité. Donc, tout le but, c'est vraiment d'aller chercher la mixité dans les canaux de communication, dans vos actions de communication, parce que, comme on le disait sur la partie audience, vous allez avoir des personnes très différentes en face de vous et vous devez chercher à parler le même langage qu'eux.
un langage qu'ils vont aller comprendre et assimiler. Et de la même manière, toutes ces actions doivent vraiment s'inscrire dans la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à adopter le bon ton. Certaines entreprises vont beaucoup apprécier l'humour ou, par contre, le côté plus compétition, challenge. Donc, tout le temps est vraiment libre dans les actions que vous pouvez aller faire. Et surtout, donc, dans le côté s'inscrire dans la culture de l'entreprise, on parle ici de cybersécurité, mais beaucoup d'autres initiatives peuvent exister dans d'autres divisions. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inspirer sur ce qui marche, sur ce qui est apprécié. Donc, chez vos collègues. Exactement. Pour vous donner un peu une idée des tendances, ce qu'on voit ces dernières années et qui fonctionne bien, malgré ce qu'on imaginait, le Covid a ramené du coup les moments de qualité, les moments de discussion avec les gens sur le devant de la scène. Et donc en fait, on voit beaucoup plus de clients qui utilisent justement des formations en présentiel ou des réunions, discussions, des petits déjeuners par exemple, où on peut avoir des réunions où en fait le thème c'est Meet My CISO. Et l'idée, c'est justement de venir expliquer une bonne pratique, expliquer un outil, le coffre-fort de mot de passe, comment est-ce qu'on construit un mot de passe robuste. Et en fait, d'avoir ces petits événements, des Cyber Week, des Cyber Village. On est en train de construire là, des Cyber Village pour le mois européen de la cybersécurité. On a des clients qui organisent 5 jours d'événements avec des conférences. Et pas uniquement des conférences sur des sujets cybersécurité pure, mais aussi des conférences sur des sujets innovants un peu autour de la cyber, pour aussi aller piquer la curiosité des collaborateurs autour. Donc ça peut être l'IA par exemple, ou l'automatisation d'un certain nombre de choses. Mais le retour au moment de qualité a quand même fait, je dirais, fureur ces 2-3 dernières années. C'est important de ne pas noyer les gens. Donc c'est bien d'avoir un planning où vous occupez le terrain, mais pas trop. Et donc là, il faut vraiment faire attention à quels sont les moments forts que vous ayez dans l'année au sein de votre organisation pour pouvoir ajuster. Et dans les actions, on en discutait avec pas mal de clients ces derniers temps. En fait, on se dit qu'il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle l'entertainment et il y a l'engagement. Et pendant des années, le awareness, on a plutôt fait de l'entertainment pour pouvoir avoir l'oreille des collaborateurs. Mais en fait, il faut avoir le bon ratio entre je fais de l'entertainment pour créer, pour teaser sur ce sujet, et en même temps de l'engagement. Et donc de la responsabilisation des collaborateurs. En fait, il ne faut pas les infantiliser, il faut leur expliquer de façon transparente quels sont les risques, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Mais souvent, on leur explique ce qu'on attend d'eux de manière beaucoup trop large, alors qu'en fait, si on délimite ce qu'on attend d'eux d'un point de vue très concret, comportement, au final, on se rend compte qu'on a beaucoup de bonne volonté. C'est plutôt un manque de connaissances ou un manque de compréhension dans ce qu'on attend d'eux qui fait que les collaborateurs ne mettent pas en place justement ce qu'on attendait d'eux ces dernières années. Le but du jeu sur cette partie action, c'est de solliciter justement l'ensemble des activités que vous voulez faire au cours de l'année. Et donc, à la fin de cette étape-là, vous avez votre planning. Donc, vous savez ce que vous allez faire, avec qui. Et après, vous allez pouvoir justement vous lancer dans le déploiement. L'objectif, c'est quand même de surveiller l'efficacité de ces actions-là en cours d'année. Parce que si vous commencez à mesurer les choses qu'en fin d'année, vous allez perdre en agilité. Donc l'idée, c'est de pouvoir rester agile et souple sur des choses qui vont bien marcher alors que vous ne l'auriez pas forcément imaginé, et à l'opposé, des choses où vous pensiez que ça allait marcher et ça ne marche pas du tout. On a un client, par exemple, qui avait lancé, on avait créé un escape game avec lui, on avait animé une session d'escape game, et on avait prévu d'autres formations de manière très pratico-pratique sur des outils. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les escape games avaient beaucoup marché. Et donc, on est passé de une session à finalement une session par mois pour former les collaborateurs et pour créer justement ce côté teasing des sujets d'awareness auprès des populations. Et c'est un truc qui marche très très bien. Et on se rend compte que les gens gardent en tête beaucoup plus de choses qu'imaginaient. Donc le but du jeu, c'est de faire ces actions, mais garder une oreille. Donc là, j'allais dire, il faut traîner dans les couloirs, il faut poser la question de manière complètement humble aux collaborateurs pour pouvoir écouter ce qui marche et surtout vous adapter. Parce que l'objectif, c'est pas tant de faire une action plus qu'une autre, c'est surtout d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc peu importe la méthode, si ça doit passer par des jeux, si ça doit passer par des choses beaucoup plus formelles, du coup, passer par ces choses-là. Nous, dernièrement, on a développé des jeux inspirés du Cluedo, du Time's Up, parce qu'on se rendait compte que ça fonctionnait beaucoup mieux d'un point de vue sensibilisation, et ça nous permet aussi, j'allais dire, de faire des icebreakers dans des moments de formation,
Et bah, du coup, on a décidé d'en fabriquer un peu plus parce qu'on a des clients qui ont déjà joué avec les 2 premiers. Et donc, en fait, maintenant, ils ont besoin d'innovation. Donc, nous aussi, on innove là-dessus. Mais l'idée, c'est d'être prêt à faire justement des actions un peu dignes d'un marathon. Vous n'êtes pas sur un sprint. Donc, du coup, il faut garder aussi des choses, j'allais dire, sous la pédale pour pouvoir adapter les choses. Et donc, le but du jeu, c'est de marquer des points de manière assez solide avec les collaborateurs et donc d'avoir des actions qui vous permettent justement de progresser par rapport à vos objectifs. Et du coup, qui dit objectif, la plupart du temps, dit aussi indicateur et donc mesure. Ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment prendre un pas de recul. Donc, dès la définition de votre programme ou via cette méthodologie, c'est prendre tout de suite des indicateurs qui vont vous aider ensuite à mesurer l'efficacité de votre programme, de vos actions, et surtout ce qui nous semble important dans ce que disait aussi Noémie, sur le côté humilité, soyez humble, c'est-à-dire que toutes les victoires méritent d'être célébrées, elles comptent toutes. C'est-à-dire que même définir un objectif, une cible est une première victoire à célébrer. On a certains clients, c'est quelque chose de totalement nouveau, de se donner un objectif à aller atteindre. Donc, aller chercher ces indicateurs-là, ça va vous aider à maintenir la motivation, notamment sur le fait que ce soit un marathon, et aussi de réajuster vos indicateurs à chaque fois que c'est nécessaire, vu que vous le ferez régulièrement. Sur la partie mesure, le sujet qui est important, parce qu'en fait, pour qui vous mesurez? Vous, en tant qu'équipe awareness, vous avez besoin de comprendre justement si ce que vous faites est efficace, mais la plupart du temps, vous devez aussi reporter au board, aux executive committee. Et en fait, c'est des choses qu'on voit apparaître là depuis quelques années parce qu'il y a des programmes awareness qui ont eu lieu. Et en fait, beaucoup pensent qu'une fois qu'on a fait un programme awareness, la chose est traitée. Et donc, les comportements sont en place. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que si c'était le cas, ce serait quand même beaucoup plus facile. L'idée, c'est de pouvoir, avec ces mesures, d'avoir des KPI, vous, qui vous permettent de comprendre la situation, mais aussi de parler à votre board. Et on vous disait tout à l'heure dans les messages, l'idée, c'est de parler le langage de vos collaborateurs le plus accessible possible. Le langage du board, c'est les risques. Et donc, en fait, il va falloir leur parler risques, il va falloir leur parler business pour qu'ils comprennent justement en quoi ça va les aider justement de faire de l'awareness. Et si vous leur donnez justement des KPI, des petits pas à franchir, ils vont pouvoir voir que vous êtes en chemin. Parce que si vous êtes au début de la route et que vous leur fixez la deadline à 300 km, et ben en fait, ça va leur paraître loin et ça va être décevant pour eux. Donc, c'est important justement de mettre des milestones intermédiaires pour pouvoir garder les gens motivés et aussi votre board, j'allais dire, engagé dans les budgets. Ça, c'est super important. Et vous pouvez mesurer aussi, au-delà des KPI, il y a des enquêtes, j'allais dire, plus informelles ou formelles, où vous pouvez collecter des choses qualitatives. Glisser vos oreilles aux pauses café, poser des questions à vos collaborateurs. Et si vous avez des réseaux d'ambassadeurs, eux peuvent vous remonter vraiment des choses super intéressantes. Ce qui nous permet du coup de conclure cette méthodologie. Alors voilà, Si le slide voilà. On a notre pentagramme TAMAM, donc target, notre cible, l'audience, nos messages, les actions et les mesures. Donc au final, si on résume chacune de ces étapes, le T de target, ça va vous permettre de visualiser l'objectif, la finalité claire et précise pour vous donner justement une chance de l'atteindre. Donc, pour savoir si c'est assez précis, on vérifie si chacun de vos objectifs, vous arrivez à le traduire en comportement. Ensuite, on a le A d'audience. Donc ici, ce qu'on va aller chercher, ça va être connaître ces populations pour pouvoir personnaliser son approche. Le message, ça va vraiment être définir un message qu'on veut communiquer à l'audience qu'on a définie juste avant. Ensuite, pour les actions, on va aller chercher la meilleure manière de communiquer nos messages. Et ensuite, avec le M de mesure, on va aller définir les métriques, les indicateurs qu'on va aller surveiller pour évaluer nos progrès au fil de l'eau, leur atteinte et l'atteinte de nos objectifs. Donc, si on doit retenir quelque chose vis-à-vis de cette méthodologie, vous pouvez l'utiliser à plusieurs moments de votre programme. Soit pour le définir de zéro
si vous n'en avez pas un actuellement, ou pour justement revoir et challenger les programmes ou les actions de sensibilisation que vous avez déjà actuellement dans votre entreprise? Et moi, je me pose régulièrement la question parce que je suis quelqu'un qui a quand même pas mal d'idées à la minute. Donc, quand je travaille avec des clients sur les sujets d'awareness, ça m'aide à challenger toutes les petites idées du quotidien pour savoir si justement on n'est pas en train de se défocaliser des objectifs ou pas. Donc, c'est précieux aussi au quotidien. Si j'ai un truc à partager, parce que je pense que c'est ce qu'on voit dans les écueils de la plupart des programmes qu'on évalue ou qu'on audite, hein, c'est vraiment la qualité des messages. Je ne sais pas si vous connaissez le motto de Wavestone, mais le motto de Wavestone, c'est Positive Way. Du coup, on applique justement ce Positive Way au message pour justement être à la fois dans l'empathie, mais surtout dans le côté positif pour que le comportement soit clair pour les personnes. Donc, si vous pouviez associer ça dans vos prochaines idées de sensibilisation, je pense que ça fera avancer les choses dans le chemin avec vos collaborateurs. Pour les questions. On espère que ce n'était pas trop dense. Je vous avoue que le faire en 20 minutes, c'est un peu short et c'est toujours difficile de choisir les bons exemples. En tout cas, merci infiniment parce que votre présentation était, me semble-t-il, très, très claire. Et pour permettre de garder après le temps pour les questions, on va faire The Positive Way et on va donner directement la parole ensuite à Annick Rifkin, qui est la fondatrice de eSkills. J'espère qu'elle nous rejoint. Voilà, il me semble qu'elle est par là. Annick, est-ce que vous êtes là? Ni son ni image pour le moment. On va lui donner quelques secondes. Elle a eu des problèmes avant pour se connecter. Je vais avoir une image. Je vais avoir une vidéo. Alors moi, je vois rien du tout. J'ai absolument rien. Oui, mais pas de problème. Mais actuellement, je ne vous vois pas. Ah, vous avez l'image. Bon, tant mieux. On a l'image, mais on n'a pas le son. Très bien. Alors, est-ce que vous arrivez à également mettre le son? Un problème? Merci de me dire si vous êtes toujours en ligne parce que moi, j'ai absolument rien. J'ai ni image ni son. Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, Ah, on voilà. vous entend. Super. Est-ce que vous me voyez? Non, moi, je ne vous vois pas, mais il semble que d'autres intervenants vous voient. Alors, j'apparais sous Jean-Rémy Fraisse. Oui, ok, très Parce bien. que mon ordinateur est mort juste avant de vous rejoindre. Ah, ça, c'est le Toujours au bon détail moment qui- que ça se passe. Ah, la voilà, elle est là. Superbe. Alors, Annick, bienvenue, merci d'être là et sans plus tarder, je vous donne la parole Merci. pour votre présentation et puis à tout à l'heure pour les questions. Voilà. Alors, je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est tout bon? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Parfait. OK. Eh bien, je me présente, j'apparais sous Jean-Rémy Fraisse, qui est mon gentil collègue qui m'a prêté son ordinateur, mais je m'appelle Annick Monnier-Rifkin et je suis la fondatrice d'eSkills. eSkills, c'est une agence de digital learning. Alors, qu'est-ce que c'est que le digital learning? On crée des contenus de formation en digital. J'ai créé l'agence il y a 11 ans maintenant, 12 ans bientôt. On est 7 personnes, tous basées à Genève, et ce qui nous caractérise, c'est qu'on fait des productions qui sont 100% suisses. On produit, on écrit, on tourne, on réalise, on dessine, et tout ça est fait dans notre petit studio à Genève. Alors, je vais vous raconter un petit peu notre métier. Notre métier, c'est d'écouter des experts métiers
d'écouter des experts métiers. Et puis nous, on est des pédagogues, alors on pose des questions et puis ensuite on vulgarise et puis on essaie de trouver le meilleur moyen de transmettre pour interpeller l'audience. Parce que, comme chaque conférencier l'a évoqué ce soir, il faut que ce soit pertinent. Sensibiliser, ça ne sert à rien si c'est juste sensibiliser. Il faut qu'on arrive avec un message pertinent. Donc nous, on utilise beaucoup de choses, on réalise des petites scènes avec des comédiens, on fait des petites vidéos animées. Vous allez voir, on fait un mix de choses pour aller chercher l'audience, l'intéresser et vraiment communiquer les messages que des experts métiers ont à transmettre. Et évidemment, on n'est pas des experts en cybersécurité. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé dans la cybersécurité? Eh bien, en 2015, on a été sollicité par les cantons romans pour créer une sensibilisation à la cybersécurité pour tous les collaborateurs des cantons. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de voir dans les participants que 3 personnes avec qui on avait travaillé, 3 cyber-experts qui ont participé à la création de ces cours, sont présents. Bonjour Sam Villemier, bonjour Patrick Siegen, bonjour Alexandre Muller. C'est sympa de pouvoir échanger, même silencieusement, avec vous à nouveau. Et suite à cette sensibilisation pour les cantons, on s'est dit, bon ben voilà, maintenant on a les connaissances, donc on va créer quelque chose pour toutes les entreprises. Donc on a créé une première sensibilisation que vous avez peut-être vu tourner, parce qu'elle a beaucoup tourné en Suisse romande, qui s'appelait Protect Your Data. C'est des petites enquêtes qu'on réalise ça a eu beaucoup de succès. On a customisé cette solution pour des banques, pour l'UEFA par exemple, pour les transports lausannois, pour des avocats. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a bien vécu, qui tourne encore, mais on a décidé de se remettre au travail. Depuis, l'équipe a grandi, on a plus de compétences, donc on s'est dit, allez, on va imaginer un nouveau concept. Tada, notre nouveau concept, ce sont les cybercafés. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, pourquoi cybercafé? On a imaginé des petites capsules, comme des capsules de Nespresso, très ludiques, avec tous les ingrédients nécessaires pour intéresser les utilisateurs. Vous allez voir dans quelques instants. Pourquoi cybercafé? Parce qu'on a une série de petits modules sur des sujets tels que les mots de passe, les smartphones, la sécurité en déplacement, la sécurité au bureau. Enfin, on en a 12 dans un premier temps, on en a identifié 12 principaux, et puis la bibliothèque va s'enrichir. Et ces petites capsules, elles prennent le temps d'un café, 10 minutes, 7-10 minutes, pour découvrir un sujet. Et je vais vous montrer comment ça se passe. On a créé une petite démo sur le phishing. Alors, j'espère juste que le son va bien passer parce que je vais vous montrer des petites vidéos. Donc, toutes ces capsules, elles sont en fait structurées de la même manière. Vous allez voir qu'on a créé une web-série avec des comédiens, il y a un petit peu de réflexion, il y a un petit peu de théorie, il y a un petit peu d'exercice. Et puis, surtout, il y a la possibilité pour les entreprises d'ajouter de la personnalisation, d'ajouter un message de leur RSSI. Je vais vous montrer comment ça se passe. Commençons par une petite vidéo. Alors, cette vidéo, je l'ai empruntée à un projet qu'on a fait pour l'État de Vaud récemment, parce qu'on vient de faire un grand tournage la semaine dernière, on est en train de monter les vidéos, et puis la vidéo que je voulais vous montrer sur le phishing, elle n'est pas tout à fait prête, mais elle est exactement dans le même esprit que celle-ci, donc je vous laisse écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pardon. Blablabla, votre facture impayée depuis plus de 3 mois. À régler sous 10 jours avant mise en poursuite? Mais carrément pour 125 francs 30. C'est quoi ça? Elles sont toutes à jour, mes factures. C'est bizarre ça, non? Swisscom, ils t'envoient une facture sur ta messagerie professionnelle. Enfin, là, déjà, ça devrait pas être la puce à l'oreille. Mais en plus, t'es plus client de chez eux. Alors, cliquez ici pour voir la facture échue. Voilà. Attends.
Respire, réfléchis. Hein. Il te suffit de consulter l'URL. C'est pas compliqué, tu passes ta souris dessus. Allez, je règle ça et je file. Non, alors attends, stop. Hein. L'URL, je te le donne. C'est swisscom.html.ru. Le site de Swisscom en Russie, c'est quand même bizarre, non? Hein? Et hop! Ah non. Ah bah non, elle l'a fait. Et non, ça marche pas. C'est quoi ce bazar? Bah non, ça marche pas. Hein. Parce qu'évidemment, c'est pas Swisscom derrière ce message. C'est une organisation de hackers qui a envoyé ce message électronique à des milliers d'adresses. Ça va leur permettre d'accéder de manière illégitime au réseau. Ah bah, des tentatives comme ça, il y en a plein. Hein. Mais celle-ci, elle est vachement bien faite. Je réglerai ça demain. Tant pis. Bah oui, c'est ça, Phil. Et puis repose-toi surtout. Hein. Et demain, elle va devoir expliquer à sa responsable pourquoi son ordinateur et ses données, ainsi que celles de toute l'unité, ont été chiffrées et partiellement copiées. Et peut-être même qu'elle aura affaire à une demande de rançon, qui sait. Bon, allez, repose-toi. Hein. Estelle, c'est une collaboratrice sérieuse. Jamais elle mettrait en danger les données. Et pourtant. Alors après cette petite mise en bouche, donc on aura toujours les mêmes comédiens qui vont intervenir avec un petit sketch sur chaque sujet. On a un petit moment de réflexion, une question, et dans le feedback, ça va permettre d'ancrer à nouveau les mêmes messages. Parce que ce qui est très, très important dans ces formations, c'est de travailler sur la répétition pour qu'il y ait un ancrage mémoriel qui se crée. On poursuit avec un tout petit peu de théorie. Alors là, on a décidé de faire des petites vidéos très ludiques. Vous allez voir. Vous les connaissez, ces emails trop beaux pour être vrais? Vous savez, ceux qui vous disent que vous avez gagné des millions. Bien, ces messages qui vous menacent de clôturer votre compte ou de résilier votre abonnement si vous ne réglez pas cette facture au plus vite. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, ce sont des tentatives d'hameçonnage ou phishing pour les intimes. Ces courriers électroniques sont utilisés par des hackers pour abuser de vous. Les pirates simulent un message légitime ou officiel et hop, ils vous invitent de toute urgence à cliquer sur un lien, ouvrir un document en pièces jointes, fournir des informations sensibles ou encore verser de l'argent. Méfiez-vous, ils pourraient chercher à voler des informations comme vos identifiants, votre mot de passe ou vos données de carte de crédit, et même installer un virus sur votre ordinateur à travers une pièce jointe infectée ou un lien malveillant. Vous avez dû entendre parler de ransomware ou rançongiciel, non? Un virus pénètre votre système et se propage discrètement sur tout le réseau de votre organisation. Tous les fichiers de votre organisation deviennent illisibles et les hackers exigent une rançon pour fournir la clé de déchiffrement. Alors, pour éviter d'en arriver là, découvrez comment détecter un message malveillant. On poursuit avec quelques petits points théoriques. Les bonnes pratiques à adopter. C'est vraiment des sections qui peuvent être refaites sur mesure pour chaque entreprise, mais on aura toujours une version comme ça générale qui peut être utilisée telle qu'elle. Après, on s'exerce. Un exercice, je clique pas, je regarde le message, je clique, c'est non, ça me paraît douteux, etc., avec un petit peu de feedback. Donc, on a un petit exercice. Et finalement, on va prendre un café avec un expert. C'est cette partie qu'on va vraiment laisser, là, on va laisser libre cours aux entreprises de faire intervenir leur RSSO. On peut soit le filmer, soit ils nous envoient une petite vidéo, soit on enregistre juste une petite piste audio. L'idée, c'est de prendre un café avec l'expert interne qui va raconter des anecdotes ou des choses qui se passent dans l'entreprise. En revanche, pour les plus petites entreprises qui ne souhaitent pas customiser la solution, on va avoir un petit café avec un cyber-expert. Il s'agit de Jérémy Voisin avec qui on travaille sur l'expertise de ces modules, qui travaille chez DFI. Et pour tout ce qui est cybersécurité, pour tout ce qui est protection des données, on va travailler avec François Charlet. Donc, cette section, elle peut être soit prise telle qu'elle, soit on la customise pour les entreprises. On résume. Et le résumé
peut être téléchargé puisque certaines personnes seront ravies d'afficher ces bonnes pratiques sur le mur face à leur ordinateur. Finalement, pour les plus tenaces, on offre encore quelques informations pour aller plus loin. Et le petit café est terminé. Alors, on est en pleine production, mais on a décidé de commencer avec 12 capsules, ce qui permettra peut-être de lancer une capsule par mois, 10 minutes par mois. Je pense que tout le monde a l'attention nécessaire pour faire un petit module de 10 minutes par mois. Ou alors, on peut lancer un module tous les trimestres. Il y a une société qui veut lier ça avec sa newsletter. Ça peut être complètement inclus dans une newsletter. C'est d'ailleurs des modules qui peuvent être consultés très facilement sur smartphone, sur ordinateur, qui peuvent être inclus dans d'autres pages web. Et puis, on a les DECA. On fera des petites vidéos sur des sujets très spécifiques, juste des petites vidéos comme ça de 2 minutes pour comprendre. Et on a décidé de rajouter l'addition, ce qu'on a appelé l'addition. Ça va être des quiz de validation de connaissances. Au bout de 3-4 modules, on aura une addition. Au bout de 3-4 cafés, plutôt, on aura une addition et puis on pourra faire un test. Alors, ces modules, on va les diffuser de 2 manières. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui ont leur propre plateforme de formation et pour lesquelles on va faire une publication, on appelle ça en SCORM, un format qui permet ensuite d'héberger sur la plateforme de formation de l'entreprise. Et puis, on aura une formule également pour les plus petites entreprises où on peut acheter simplement une licence, 2 licences, 50 licences, 100 licences. Et puis, on accède à la formation sur notre propre plateforme, eSkills Academy, avec la possibilité d'avoir un espace privé, sécurisé pour l'entreprise où il y a un administrateur qui pourra voir la progression de ses apprenants, qui a réussi le quiz. On peut télécharger des rapports si on a besoin de rapports pour les auditeurs, etc. Voilà, donc de nouveau, on a travaillé avec des cyber-experts parce qu'on n'est pas nous-mêmes des experts de la cybersécurité. En revanche, on est des experts en pédagogie et je pense qu'on a créé un produit pour lequel on va se réjouir. En tout cas, je l'espère. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser après, mais surtout si vous voulez plus d'informations sur notre formation, n'hésitez pas à nous contacter, hello@eskills.ch. On est en pleine prod, on aura 4 modules prêts pour octobre, et puis 7 pour la fin de l'année et 12 d'ici le mois de février. Donc, ça chauffe dans nos locaux. Voilà. Merci infiniment pour cette 4e présentation. Je propose que tous les 4, vous reveniez à l'écran de manière à ce qu'on puisse passer aux parties questions. Superbe. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le côté? Je regarde. Sinon, en tout cas, je trouve que vous avez tous les 4 un message commun qui concerne l'amélioration des comportements. Vous mettez en évidence effectivement le côté humain et je trouve intéressant de voir que pendant de nombreuses années, on a principalement mis en évidence le côté technique. Vous l'avez relevé d'ailleurs. Il faut améliorer, il faut que les gens soient au courant de la technique, etc. Et puis qu'aujourd'hui, l'humain est au centre de nos préoccupations et qu'il n'a pas la science infuse dans cet environnement-là. Et puis la méthode Coué, c'est la meilleure des méthodes, c'est celle où on répète régulièrement les choses et on les propose pour que les bons comportements, les bons gestes puissent être maintenus. Alors, par rapport à vos 3 ou 4 interventions, est-ce que vous désirez réagir les uns les autres en fonction de ce qui a été présenté ou dit ou exprimé? Je vous laisse la parole. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous désire s'exprimer? Chacun se regarde. Oui, de la part des intervenants, vous dites Oui, de la part de vous-même, oui, bien non, sûr. Non. Rien de particulier à ajouter. C'est pas le cas?
Moi, je suis assez curieuse de savoir quelles sont les problématiques des uns et des autres sur les sujets de sensibilisation. C'est vrai que dans votre présentation, quand vous évoquiez le terme les objectifs clairs et précis, je me suis posé la question, mais finalement, dans une entreprise, est-ce que le RSSI ou le CEO est très au clair sur les objectifs clairs et précis qu'il doit pouvoir vous soumettre pour pouvoir ensuite mettre en place des améliorations de comportement ou la culture d'entreprise? Est-ce qu'ils sont très au clair là-dessus? Je m'interroge. Quelles sont vos Selon mon pratiques? expérience, ils sont. Bon, sans vouloir faire la pub de notre produit, le fait de faire un quiz d'évaluation au début permet de cerner les besoins, enfin, de constater que les gens ne connaissent rien au phishing ou comprennent très bien ce que c'est qu'un sous-site, etc. Ou qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'information sur les réseaux sociaux pour exploiter une faille et puis lancer une campagne. Il y a aussi une autre porte, c'est, vous avez dit dans la présentation, c'est l'aspect des assurances. Je crois que c'était paru dans ICT Journal l'année passée, je crois. Et il y avait un grand assureur, je ne sais pas si AXA Assurance ou je ne sais plus, qui avait dit à terme qu'ils ne couvriront plus les cyberattaques. Puis si vous faites une analogie avec ce qui se passe pour une assurance voiture, vous devez vérifier que votre voiture a été changer les pneus, etc. Ou votre maison, moi j'habite dans un chalet, donc j'ai droit à un ramoneur chaque année pour vérifier que tout est en ordre, puis ça fait partie de la police d'assurance. Pour venir à votre question, les entreprises qui ont une contrainte légale ou une contrainte qui tient à la certification sont très au clair sur ce qu'ils veulent. Et ils vont demander une planification, ils vont demander des rapports et un suivi avec des résultats. C'est-à-dire, quand on suit un coup, on peut mettre la barre à 70%, 80%. Des informations sur la participation, sur les résultats, etc. Et ça fait partie, j'en ai un à préparer pour un client qui intègre ça dans son rapport avec la maison qui garantit la certification ISO. Donc oui, maintenant il y a aussi des gens qui sont un peu curieux, qui vont voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, la cyberattaque de la commune de Rolle, qui avait fait beaucoup de vagues. Il y a des gens qui se sont dit, mais il faudrait faire quelque chose, qui vont parler avec le responsable informatique. Donc, il y a un peu de tout. Et puis, alors, il y a une porte qui est importante, c'est les RH. Et ça, on l'a constaté avec la pandémie, c'est que le fait d'avoir des personnes qui travaillent à domicile, il y avait un lien collaboratif qui s'était estompé ou affaibli. Et le fait d'avoir une formation qui touche à la cybersécurité en pleine période où on travaille à domicile et puis il y avait des risques, et quelque chose qui a renforcé les besoins. Voilà, ça c'est ma petite expérience. Merci beaucoup. D'autres réactions? Qu'il s'agisse de Leïla ou de Noémie? Ce n'est pas le cas? Non? Et Annick? Non plus. Mais moi, en vous entendant, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai le sentiment que si on veut réussir à mettre en place toutes les pratiques, les actions, les mesures, les messages, l'audience, les objectifs, l'amélioration des comportements et sensibiliser par les petites capsules que propose eSkills, j'ai l'impression que le principal interlocuteur, ce sont les RH. C'est les premiers qui doivent pouvoir connaître les besoins et les nécessités de l'entreprise avec alors après la stratégie financière qui doit en découler de la part du CEO. Parce que le RSSI, ce n'est pas le spécialiste informatique, je n'ai pas le sentiment que c'est lui qui va insuffler cette mentalité, cet état d'esprit, comme quoi il s'agit de mettre en place des procédures. Mais à vous de me dire par rapport à vos pratiques, si vous avez, quel est votre interlocuteur privilégié dans une entreprise quand vous démarrez le processus? Oui, je vous en prie, Annick.
Je vous entends pas. Oui, pardon, j'avais pas mis le micro. Pardon. Oui, d'expérience, il y a les RH, bien sûr, mais ça peut venir simplement du RSSI. Le plus important, c'est que ça vienne de la direction en général, c'est-à-dire qu'il faut une volonté de la direction, l'ensemble de la direction, que ce soit les RH, les RSSI, mais aussi le DG finalement, de sensibiliser les collaborateurs. Donc, il faut que ça passe par la com, c'est peut-être des objectifs qui peuvent être aussi inclus dans les objectifs annuels, mais c'est vraiment un travail de tout le management de l'entreprise. Merci. Et je peux ajouter un point. Il ne faut pas sous-estimer les responsables informatiques, parce qu'eux, ils comptent les attaques. Ils les voient passer sur les serveurs. Oui. Pour vous raconter une attaque particulièrement assassine, et la demande à ce moment-là émanée du responsable informatique, c'est que lorsque vous avez des données qui sont stockées sur le cloud, vous avez des sauvegardes qui se font de manière régulière. Peut-être une sauvegarde partielle toutes les nuits, et puis aussi des sauvegardes plus lourdes, une fois par semaine, une fois par mois. Et en fait, l'attaque a eu lieu, donc c'est un vol de données, et c'est un collaborateur qui avait téléchargé un message, comme ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, les données étaient aspirées pendant les mises à jour, enfin les migrations. Donc, lorsque le responsable informatique, il y a des outils qui surveillent le flux, le début sortant, entrant et sortant de données. En fait, ils ont le vol de données s'est caché derrière une migration qui était naturelle. On fait une sauvegarde vers le cloud, et puis l'aspiration des données s'est faite sur ce pic-là, et ils n'ont pas remarqué tout de suite. Donc, ils ont vu un pic de données, qu'est-ce qu'il a fait le responsable informatique? Il a un peu tapé du poing sur la table, et il a dit, écoutez, il faut qu'on s'y mette maintenant. Donc, il y a un peu tout, mais je rejoins ce que disait madame. Effectivement, les RH, c'est important, c'est la direction. OK. Et d'ailleurs, ça j'imagine que vous aussi vous connaissez, dans les séances de préparation, en planification des campagnes de sensibilisation, on essaie toujours d'avoir le plus de décisionnaires de la direction autour de la table. La communication, pour bien faire passer le message, pour faire des relances. On ne peut pas être avec un pro et puis distribuer les modules comme ça, et puis c'est du happy click and drop. Il faut une collaboration idéalement le plus étroite possible avec la direction, malgré les autres projets qui existent dans l'entreprise. Et puis, c'est ça qui va permettre effectivement de changer les comportements et puis que les collaborateurs intègrent. Merci beaucoup. D'autres remarques, d'autres interventions? Pardon. Moi, j'aurais peut-être une question si on a le temps. Les usagers sont submergés par beaucoup de messages de sensibilisation. On peut parler d'énergie, d'écologie, de sécurité au travail, de cyber-risques, etc., de toutes sortes. Alors, quelle est la juste mesure qu'on doit employer? Parce que les usagers se lassent, ils n'écoutent plus, ils estiment qu'on fait des messages qui ne sont pas du travail, on leur prend du temps. Et je ne pense pas que ça porte forcément ses fruits dans tous les cas de ce qu'on aurait espéré. Parce que ça vient de tous les côtés des RH, ça peut venir de l'équipe sécurité, ça peut venir des gens qui s'occupent de tout ce qui est écologie. Ça vient dans tous les sens. Là, je suis un peu perdu pour savoir quelles sont la juste mesure apportée à nos utilisateurs. Merci. Je ne sais pas si je peux répondre, je vais laisser les dames répondre. Je ne veux pas accaparer le micro. Je peux répondre peut-être, c'est ce que certains de mes clients, ou nous on appelle aussi la cyberfatigue, où effectivement les gens reçoivent trop de messages. On le voit justement dans les missions où en fait on analyse ce qui s'est passé avant, quelles ont été les actions, les initiatives. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on y va avec beaucoup d'humilité. On fait des interviews avec des échantillons de population pour comprendre ce qui les énerve, ce qui est en plus, parce que parfois, c'est le nombre d'actions, parfois, c'est le ton qui est employé qui est trop infantilisant, parfois, c'est la peur, parfois, c'est le manque de concret. Et en fait, on va creuser justement ce qui cause cette cyberfatigue avec ceux qui veulent bien la partager. Mais au moins, on arrive, je dirais, en montrant patte blanche et en disant justement, on a l'impression qu'on s'y est pas bien pris.
comment est-ce qu'on peut rediscuter ensemble. Et honnêtement, sur les quelques environnements là qu'on a accompagnés ces dernières années, ça a été très bien perçu et on obtient des réponses mais très concrètes sur justement, il y a des messages, mais au final, moi, je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Et en fait, les gens nous prennent des exemples en nous disant, on nous parle beaucoup de phishing, mais au fond, qu'est-ce que je dois faire? Et une fois que j'ai reporté mes messages, est-ce que j'ai autre chose à faire? Et ce que je comprends, la cyberfatigue des gens, c'est de se dire, en fait, on ne comprend pas où s'arrête notre rôle. Et parce que ça arrange bien aussi les RSSI de pouvoir englober quelque chose de plus global, parce que si tout le monde pouvait avoir la charge mentale, justement, de la gestion des risques, ce serait plus facile. Et donc, ce que les gens attendent, c'est plutôt qu'on délimite justement leur périmètre et qu'on leur dise, j'attends ça de toi, et si tu fais déjà ça, ce sera déjà pas mal, et c'est tout. Mais j'ai pas vu beaucoup de RSSI qui osent le faire. Et si je peux compléter, on retrouve aussi le point avec ce que vous disiez juste avant, sur aussi le côté collaboration qu'on va avoir avec les RH ou les équipes communication. C'est-à-dire que sur un des programmes sur lequel on a tout un travail avec les équipes com, marketing, communication interne et RH pour faire en sorte que les activités de sensibilisation ne tombent pas au même moment qu'une annonce groupe, les messages de fin d'année, et pour éviter justement que les collaborateurs nous disent qu'ils se sentent classés ou sursollicités. Si je peux ajouter un point, ce que vous dites, monsieur, et il y a des chercheurs qui ont fait des travaux là-dessus. Vous pouvez consulter le docteur Google. C'est l'économie de l'attention. Les moyens de communication développés avec les outils Internet ont fait éclater les capacités, les moyens d'atteindre les auditeurs. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste et tout à fait pertinent. Il y a les projets à l'intérieur de l'entreprise, il y a la publicité à laquelle on est exposé du moment où on sort de la maison. Vous allez prendre le bus, le train, le métro, je sais pas, le tram, la voiture. Vous êtes tout le temps exposé. Vous écoutez les nouvelles, il y a des pauses publicitaires. Et tout ça fait que le cerveau humain devient moins réceptif. Et là, j'ai pas vraiment de méthode. Alors bon, pour une campagne, vous serez obligé d'en parler avec vos collaborateurs. Malheureusement, ça peut être une attaque qui peut aider. Après, c'est une question de priorité d'entreprise. Là, c'est du pragmatisme, du bon sens. Et puis surtout, ne pas prendre, dans notre cas, on a différents paquets. Nous, on recommande jamais de prendre le paquet qui a 36 modules. On trouve que c'est beaucoup trop, justement pour éviter que les gens soient saturés par trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. Vous avez parfaitement raison. Mais là, c'est une réponse qui sort de la cybersécurité. C'est-à-dire nous sommes surexposés à de l'information. D'autres. Monsieur Vuillemier, vous avez les réponses à vos interventions? Ça me donne des pistes de réflexion, effectivement. Merci beaucoup. Ok, merci. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres interventions? Peut-être juste un petit retour d'expérience sur eSkill pour dire que la forme est intéressante aussi. On a un module sur la protection des données qui va être développé pour le groupe mutuel et qui est vraiment très bien accepté des utilisateurs. Et on avait pas mal de problèmes avec certains modules qui étaient un petit peu old school où les gens n'avaient pas forcément l'envie de les utiliser. Puis on sent bien que quand le module est bien fait, on a une bonne adhésion des utilisateurs et utilisatrices. Donc merci Annick. Ça me fait drôlement plaisir. Je rapporterai aux équipes. Ouais, je rebondis juste là-dessus. Merci pour votre commentaire. On a fait un module, c'est vrai, assez ludique sur la protection des données parce que c'est un sujet qui est pas tout rigolo pour les collaborateurs qui doivent se sensibiliser. Donc, on a imaginé une grande enquête qui se passe en Valais. Il y a une boîte qui s'appelle Happy Raclette et qui produit de la raclette enrichie avec une huile qui a des vertus relaxantes. Et pour commander, il faut donner des données personnelles et parfois des données personnelles sensibles. Et puis, voilà, c'est vrai qu'apparemment, ça fait bien rigoler les collaborateurs. Donc voilà, quand on suscite l'émotion, c'est vrai que l'ancrage des informations se fait mieux. Parfait. Il y a une question qui vous est
poser, Annick, c'est quant à savoir si vous proposez des solutions pour des simulations de phishing. Alors, ça, ce n'est pas notre métier, mais du coup, on s'est associé avec la société DFI pour tout ce qui est en dehors de la formation. Donc, on peut proposer des packages, effectivement, avec de l'audit, avec des campagnes de phishing, avec toutes les autres mesures que l'on pourrait prendre. Mais voilà, donc ça, on fait en collaboration avec DFI. Est-ce que ça répond à votre question? Merci, oui, parfait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, alors nous arriverions au terme de 5 à 7. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont été présentes. Je remercie nos 3 conférencières et notre conférencier pour la qualité de leur présentation. Ça démontre que l'humain est encore et toujours au centre de nos préoccupations, quelle que soit la technologie qui est mise en place, et que nos comportements ont toujours à être, je dirais, évalués et à mettre en place des bons paramétrages pour que nous puissions protéger nos données et tout ce qui va avec. Donc, je vous remercie en tous les cas. On aura certainement l'occasion de reprendre ce sujet parce qu'avec en plus l'intelligence artificielle et tout le reste, on va certainement avoir encore d'autres opportunités. Mais toujours est-il que, mesdames, messieurs, merci infiniment. Où que vous soyez en Suisse romande, je vous salue et j'espère avoir le plaisir de vous revoir dans d'autres lieux, aux mêmes heures ou à d'autres heures. Mais je vous souhaite une très agréable soirée, une très belle reprise et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir et merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.